Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une playlist qui vous avait vachement plu, qui est la playlist de l'incroyable histoire. Et aujourd'hui je la fais avec Florent. Salut Banda. Salut Flo. Et salut à tous. Alors raconte-nous un petit peu cette incroyable histoire qui m'a tant inspirée, que j'ai trouvée tellement émouvante et extraordinaire, qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui, parce qu'à mon avis, elle va sacrément vous étonner et elle va sacrément vous plaire. Ouais, j'ai un parcours un peu atypique, donc toi tu le sais déjà. Je pense que ma vie a à peu près basculé après le bac. Du coup, une fois que j'ai eu mon bac, moi je venais de loin, je venais du 28, enfin de loin, à 1 heure de Paris. Donc j'ai fait une fac de sciences humaines et sociales, donc sociologie. Je m'amusais à faire les allers-retours tous les jours parce que je vivais encore chez ma mère dans le 28. Et tout se passait très bien. J'ai réussi mes 2 premières années sans aucun problème, avec de très bonnes notes. À partir de la 3e année, donc je travaillais l'été et je voulais absolument un appartement parisien avec le Crous de Paris parce que j'avais besoin d'être sur place. Ça faisait 2 ans que je faisais des allers-retours. Pendant l'été, je reçois un appel du Crous qui me dit écoutez, on a un appart de libre, est-ce que vous êtes ok? Ok, pas de problème. J'emménage au mois d'août à peu près. Et là, enfin, j'ai mon appartement parisien. Donc moi, j'étais un peu le genre de mec à aimer collectionner les nanas, aimer sortir en boîte, etc. Et le fait d'arriver à Paris, je crois que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver parce que ma mère était très couveuse, l'est toujours d'ailleurs. Et du coup, j'avais toujours besoin de sortir, de me sentir un peu indépendant. Et arriver à Paris, livré à moi-même, ouais, c'était clairement ça. Donc, mes seuls revenus, c'était la bourse. Je crois qu'à l'époque, j'étais à 540 € de bourse. J'avais un loyer à payer qui était de 350 €, mais il y avait les APL aussi derrière, donc je crois que c'était 100 € de loyer. Bref, ça me faisait 400 € pour vivre. C'est vivable, mais c'est compliqué quand même. Ce que je conseille d'ailleurs à tous les étudiants, c'est de travailler le week-end, chose que j'ai mis trop tardivement à comprendre. Bref, au final, je commence à sortir. Je continue un peu à aller en cours, mais beaucoup moins. Parce que je me sens... Ouais, je commençais à vouloir profiter de ma vie, ma nouvelle vie, ma vie que j'ai pas vraiment pu vivre avant, c'est-à-dire avoir un appartement. Avant, si j'avais des relations, c'était soit chez une nana, soit dans une voiture, dans un champ. Et au final, ouais, c'était vraiment... En fait, je crois que c'était vraiment ça. C'était l'envie de sortir et de me glatter le crâne. Du coup, j'ai commencé à sortir vraiment beaucoup. Et puis, je me suis pas présenté au partiel. Premier semestre, le Crous a été averti et j'ai perdu ma bourse. Donc, sans bourse, pas d'argent. Le loyer, donc, j'ai demandé après à ma mère et à mes grands-parents de me verser de l'argent, ce qu'ils ont fait pour payer mon loyer. Mais j'ai préféré utiliser cet argent-là pour continuer à sortir. Je me suis entouré de personnes de la nuit. J'essayais un peu de travailler. J'avais trouvé des plans pour bosser un peu la nuit, mais c'était des plans où j'étais runner. Je travaillais 14 heures d'affilée. Je gagnais, je crois, 180 €, 200 en une journée. Mais au final, ça me permettait pas de vivre grand-chose. Et surtout, je continuais à sortir comme un fou. Ensuite, j'ai commencé à... je buvais beaucoup déjà. Je mettais des grosses caisses le soir. Je buvais beaucoup. Et puis, j'ai commencé à rencontrer des gens. Il y a même des gens que je rencontrais la nuit qui étaient aussi en galère que moi. Et du coup, on est venus à vivre ensemble. Ils sont venus habiter chez moi. Donc 2 mecs, en tout on était 3 dans un 15 mètres carrés. Donc c'est un peu compliqué. Et ce qui nous reliait en fait, c'était la pauvreté, notre perdition totale. On était à la rue, on n'avait pas de thunes, on était loin de notre famille, on avait un peu honte d'en parler. Voilà, donc on se retrouvait entre nous, on sortait. Vous allez peut-être vous dire, le mec s'il sort tous les jours, c'est qu'il a de l'argent. Non, je me souviens, c'était au duplex, je crois qu'ils le font toujours d'ailleurs. Pas de pub. Ou avant minuit, avec un pass, tu rentres gratuitement. Nous, on se saoulait la gueule avec du vin blanc, de la piquette, vin, ouais. Mais un truc qui était à 1,20 €, je crois. 1,5 litre, 1,20 €. On buvait avant et on arrivait là-bas, on payait rien, on volait des verres, enfin bref, c'était la cata. Je suis fumeur, mes potes aussi. Et comme on n'avait pas d'argent non plus, ça nous arrivait donc de voler des mégots dans la boîte. Enfin, c'était assez... Fumeur de tabac. Hein. De tabac, ouais, pas de drogue. Et puis, justement, sans transition, au fur et à mesure, j'ai aussi connu le milieu de la drogue, où j'en prenais un peu. Alors, j'ai jamais été dépendant, j'ai eu la chance de jamais être dépendant, mais c'était de la drogue récréative, donc du coup, j'en prenais que
quand j'allais dans certains milieux et ça me faisait kiffer de faire ça en fait. Au final, je suis tombé vraiment au fond du trou parce que je payais plus mon loyer, je fréquentais des gens qui étaient pas ouf, je faisais que de boire, de m'explanter les poumons en fumée, à prendre de la drogue, tout ce que je voulais c'était faire des rencontres avec des filles. Bref, rien de folichon. Et finalement, j'avais un peu mis de côté ma vie professionnelle alors que j'avais quand même des facilités en cours. Ouais. J'avais un bac plus 2, je devais faire ma licence, j'avais plein de projets en tête et tout s'est cassé la gueule dès que je suis arrivé sur Paris où j'ai voulu profiter de ma jeunesse. Bref, donc je suis resté 2 ans dans cette situation. Au bout de 2 ans, donc ouais, c'était de 2010 à 2012. Au bout de 2 ans, ma mère s'est rendue compte des choses, je lui ai expliqué un peu où j'en étais, et au bout de 2 ans, fin du bail de l'appartement, en ayant passé un an et demi sans payer le loyer, je suis ressorti avec, si je vous dis pas de bêtises, 6 000 ou 7 000 euros d'indus. Bref, au final, je repars de Paris avec aucune expérience professionnelle, ou très peu, au milieu de la nuit, avoir perdu 2 années de cours, avoir esquinté un peu mon corps, et surtout avoir perdu beaucoup d'argent. Bref, je retourne chez ma mère. Et là, ma mère, elle me laisse pas le choix. Elle me dit clairement, tu viens, maintenant tu bosses, t'oublies toutes ces conneries. Du coup, je continue toujours un peu à travailler dans le milieu de la nuit le week-end. Et à peine je suis rentré chez ma mère, je me suis mis un grand coup de boost. L'air de la campagne, je pense, ça a dû aider. Je me suis mis un grand coup de boost. Le retour à la vie. Ouais, c'est ça. Je me suis mis un grand coup de boost, déjà pour elle, et puis même pour moi, je voulais m'en sortir. Donc j'ai fait... T'as eu un déclic. Ouais, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir le déclic, quoi. Effectivement. C'est le fait d'être loin, en fait, de toutes les tentations parisiennes. J'avais pas le choix, tout simplement. Et puis je crois que j'avais déjà fait assez de conneries comme ça. Et donc j'ai promis à ma mère que j'allais vite retrouver du travail. J'ai jamais trop galéré pour trouver du travail. Quand on veut, on peut. J'ai pris le premier boulot qui venait. C'était télévendeur. Donc j'ai commencé télévendeur Canal+, Canalsat. Donc comme je réussissais assez aisément ce que j'entreprenais, je suis resté que 1 mois là-bas et ils m'ont tout de suite muté en mutuelle pour être téléconseiller mutualiste. C'est que des gens de banlieue qui justement ont à peine un bac ou même pas le bac, qui savent plus trop quoi faire ou qui ont été refusés au McDo ou autre. Et là-bas ça recrute beaucoup. On était 150, 200 je crois. Voilà. Et en fait c'est des gens qui arrivent pour une transition et en fait finalement qui y restent. Ils étaient là pendant 3 ans, 4 ans et quand je suis arrivé là-bas ils m'ont dit mais là c'est fini pour toi. En gros, je leur ai dit, mais moi je reste qu'1 an. Et ils m'ont dit, non, tu vas pas rester 1 an, tu vas être comme nous, tu verras. Tu vas faire à 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vas t'enterrer là-bas. Au bout d'1 an, je me suis remotivé, j'avais encore l'envie de finir mes études. Ça me trottait, mais j'avais un peu honte d'en parler à ma mère parce que j'avais un peu peur de sa réaction, sachant la mère que j'avais fait avant. Et du coup, c'est d'elle-même, elle est venue me parler, elle me dit, mais ça te dirait pas de finir ton année ? Ah écoute, oui, alléluia, effectivement. Ouais, carrément. Du coup, j'ai repris mes études. Entre-temps, j'avais arrêté les boîtes de nuit, à travailler les boîtes de nuit le week-end. J'ai repris mes études et par chance, j'avais encore le droit à la bourse. Sauf que, donc ma première année, en fait, ce que je vous avais pas dit, c'est que la première année de fac, j'ai eu qu'1 semestre sur les 2. Et pour avoir la licence, il faut valider tous les semestres. Donc là, en fait, le problème, c'est que j'avais une année entière à faire, avec des gens qui avaient 3-4 ans de moins que moi, que je connaissais pas, à continuer à faire les allers-retours tous les jours, et à faire ça avec une année supplémentaire en même temps. Cette première année, du coup, elle était à Boulogne, et mon autre fac de 3e année était à Saint-Germain-des-Prés. Du coup, il y avait des cours qui se chevauchaient, donc je pouvais pas y aller, et je devais faire... c'était un gros bazar. Quand je suis parti à l'administration, ils m'ont dit clairement, je l'aurais pas, quoi. Ils m'ont dit, c'est juste pas possible. De l'avoir, t'as 2 années à rattraper. J'ai bossé le plus que je pouvais, j'ai assisté à le plus de cours que possible. Et j'ai eu ma licence. Waouh. Voilà, j'ai eu ma licence et je pense que là c'était le deuxième déclic. Pardon. Je me suis dit, c'est bon, je suis reparti sur de bonnes bases. À partir de là, je voulais absolument faire quelque chose dans la communication. Et là, j'ai un ami qui me parle de formation professionnelle qui te permet en fait d'avoir un bac+4 certifié par l'État en 1 an ou en 1 an et demi. Je m'intéresse à ça, je passe le test d'entrée, je suis accepté et donc je fais un bac+4 de community management, donc c'est de la communication digitale sur les réseaux sociaux. Je fais des stages dans une grosse entreprise sur les Champs-Élysées. Je redécouvre mon goût pour la créa, le design, parce que de base je dessinais, j'aime bien chanter, etc. Mais j'avais un peu abandonné tout ça. Et là, petit à petit, je me rends compte que j'aime toujours créer, mais je connaissais rien au logiciel, Photoshop, Illustrator, design, tout ça.
Et il y avait une équipe de directeurs artistiques au dernier étage. Et je partais aller les espionner, leur poser des questions, recherche tout seul. Et ils m'ont formé, mais c'est même pas de la formation, ils me prenaient des fois une demi-heure, une heure, comme ci, comme ça, pour montrer quelques petits trucs. Et puis petit à petit, je recherchais de chez moi des tutos sur YouTube, etc. Et je prenais un plaisir à faire ça. Donc les derniers mois de mon stage, en fait, j'ai arrêté community management qui, personnellement, moi, ça m'a agacé. Et j'ai fait la créa pour mon entreprise. Dès que j'ai validé ce bac+4, donc je l'ai eu avec mention. Excuse-moi. J'ai voulu faire graphiste. À nouveau passer nuit et jour à faire des tutos, essayer, rater à nouveau. C'est là que j'ai développé mes compétences dans les logiciels de graphisme en tout cas. Je retombe à nouveau sur une formation professionnelle. À nouveau bac+4, cette fois-ci en chef de projet web. Et là, c'est reparti, quoi. On se relance, on retrouve une entreprise. Et une entreprise que Brenda connaît bien d'ailleurs. C'est là qu'on s'est connus. C'est là qu'on s'est connus, effectivement. Parce qu'il est venu travailler chez Morning Kiss. Chez Morning Kiss. Voilà, donc je suis venu en tant que chef de projet web. Là-bas, autant vous dire que j'étais aussi autodidacte, hein, parce que donc les compétences que j'avais grâce à ma première formation m'ont énormément aidé, hein, parce que c'est des compétences un minimum techniques. Énormément de compétences communication, marketing, réseaux sociaux, etc., graphique. Donc du coup, j'avais déjà une base, je savais que j'avais les compétences, mais j'avais pas de tuteur. Souvent, quand on est là-bas en tant qu'apprenti dans une entreprise, ou en tant que stagiaire, on a un tuteur de stage ou quelqu'un qui va être un expert dans son domaine et qui va vous aider. Moi, je devais tout faire, dans tous les domaines, aussi bien technique, créa, market, com, etc. Je te dis un peu. Elle m'aidait, et puis Alex aussi nous aide côté marketing, et Brenda nous aidait, m'aidait au niveau montage. Oui, j'étais pas non plus tout seul. Bon, j'avais une petite équipe autour de moi. Et en fait, je me suis construit tout seul à nouveau en faisant des recherches. Donc des fois, je prenais plus de temps que les autres, forcément. Mais au moins, je savais mes erreurs, je savais où me tromper. Et c'est comme ça qu'on apprend, je pense. Donc à nouveau, c'est toujours le même fonctionnement, la même trame que je vous raconte. C'est à partir du moment où vous avez la volonté et que vous voulez rebondir. Quand on veut, on peut, grosso modo, c'est ça. C'est facile à dire, mais... C'est ça. En fait, même pour être sincère, quand j'ai connu Flo, quand il est arrivé chez Morning Kiss, moi j'étais là-bas depuis 1 an à peu près. Ouais, j'étais là-bas depuis 1 an. Eh bien, j'ai vu... Enfin, t'avais quasiment pas d'argent, on était obligé de t'en donner le midi. Moi, je t'avançais parfois les repas, tu prenais ce qu'il y avait de moins cher. Et moi, ça me bluffait parce que je me disais, putain, ce mec est tellement intelligent. Je me disais, comment c'est possible qu'un mec qui ait autant de recul, qui ait autant d'intelligence sociale, d'empathie pour les gens, de pertinence dans ses propos, puisse être autant dans la galère. Parce qu'à l'époque, je connaissais pas son passé. Et aujourd'hui, moi, là où je suis vraiment profondément heureuse, et c'est aussi pour ça que je voulais que tu témoignes, c'est qu'aujourd'hui, financièrement, tu t'es complètement reconstruit. Oui, attends, je continue en tant que prestataire désormais chez Morning Kiss. Je suis graphiste avec des équipementiers et j'ai des clients aussi graphistes, des clients pour des projets graphiques, logos, etc. J'ai Brenda, oui, donc je fais aussi de la création de sites pour certaines personnes. Je suis en train de monter une entreprise avec des amis et je compte aussi monter une entreprise pour moi-même. Vous risquez sûrement de me voir sur YouTube prochainement. Voilà, donc du coup, il y a plein de projets, donc forcément, là, j'ai plus trop de galères financières. Tant mieux. Je pense que vraiment, ce qui va séparer de ceux qui réussissent de ceux qui réussissent pas, alors il y a la volonté, mais il y a surtout l'action, le boulot. L'action, le travail. J'avais entendu, je sais plus qui disait ça, ils avaient interviewé en fait un mec qui était champion olympique, et il lui disait, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu es champion olympique, et qu'il y a genre 10 000 personnes derrière qui vont s'entraîner comme des dingues à la salle pendant 10 heures par jour et qui ne le deviennent jamais. Et le mec répondait, mais parce qu'il ne s'entraîne pas assez. Oui, mais il s'entraîne 10 heures par jour. Oui, mais pas assez. En gros, le champion olympique, c'est parce qu'il s'entraîne plus que les autres. Et souvent, c'est comme ça. Ceux qui ont de la réussite, je vois Brenda, par exemple, qui est super jeune et qui est déjà en train de réussir, c'est parce que c'est une bosseuse. Il n'y a pas de secret. Il y a très peu d'exemples où on voit des mecs qui vont se croiser les doigts. Ce qu'on montre généralement à la télé, c'est la réussite des gens. Mais on ne montrera jamais... les échecs. Non, au-delà même des échecs, le travail qui a demandé leur réussite. Aujourd'hui, j'aurais pu vous présenter Flo comme un mec qui a très bien réussi, qui est sur plein de projets, qui gagne super bien sa vie, qui est super bien posé avec sa nana.
Mais ce que je vous aurais pas raconté, c'est tout le passé, toute la persévérance, toute la volonté qu'il lui a fallu pour en arriver jusque-là. Bah c'est ça, c'est la persévérance tout simplement. C'est à partir du moment où déjà il faut que vous ayez des objectifs, des envies, des projets. Le but quand les gens sont perdus, j'ai un peu l'impression que les gens sont perdus, c'est comme si tu étais dans un labyrinthe. Donc tu vas, tu as plein de passages qui s'offrent à toi et tu sais pas lequel choisir. Si tu as une vie qui est structurée, c'est que c'est un tunnel, c'est tout droit. Au bout, tu vois la lumière, tu as juste à suivre. Et tu essayes de pas te manger des voitures qui passent, mais voilà, tu auras toujours des problèmes, mais au moins tu as un chemin, tu as quelque chose qui est indiqué. Tu as une lumière et tu la suis. Clair. À partir du moment où tu as des projets qui sont définis, il faut que tu les dates. Une fois que tu les dates, normalement, il y a peu de chances que tu les repousses à demain. Parce que moi, c'est ça mon gros problème, c'est que je repartais tout le temps. Maintenant que j'ai appris à dater mes projets, mes événements, je le fais, je m'y tiens. Même si je dois me coucher à 6h du matin, c'est pas grave. Au moins, je le fais. Et à partir de là, s'entourer aussi de gens positifs qui vont vous soutenir et non pas vous rabaisser, et persévérer et agir. Voilà, je pense que c'est tous les points pour réussir. Je pense qu'on a tout dit à ce niveau-là. Donc toi, Flo, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui serait dans une situation comme toi, un homme ou une femme qui regarderait sa vie un peu passer devant elle ou devant lui et se dire mais putain, j'ai pas la force, j'arrive pas, j'aimerais mais j'arrive pas à me remettre sur les routes. Ah bah c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas avoir des gens qui vont nous forcer à le faire. C'est clair. Donc déjà il faut réussir à se convaincre soi-même. C'est assez compliqué, j'avais même rencontré des gens qui étaient très défaitistes, très fatalistes. J'essayais de leur dire mais vas-y, bouge-toi. Et oui, mais non, mais on me le dit toujours, mais non, de toute façon ça sert à rien, j'ai déjà tout essayé. Voilà, c'est souvent les gens qui pensent avoir tout essayé. Qui savent tout. Ouais, c'est trop battu. On s'est jamais trop battu, on n'a jamais tout essayé. Donc je pense que vraiment, pour remotiver les gens, si vraiment ils en ont envie, parce que c'est ça le plus important. Quelqu'un qui a vraiment envie et qui est un peu au fond du trou, c'est quelqu'un qui a besoin juste d'être poussé un minimum. Donc à cette personne-là, qu'est-ce que je dirais ? C'est déjà de changer ses habitudes et de s'entourer de gens qui vont le pousser. Ou de faire des choses qui vont faire en sorte qu'il va évoluer dans le bon sens. Ça peut très bien être la reprise du sport. Ça peut jouer psychologiquement. Ça peut très bien travailler plus. Par exemple, des fois ça aide pour ceux qui veulent réussir professionnellement. Pour gagner plus. Oui, parfois. Il y en a, ça va leur permettre justement de freiner, comme moi ça m'a permis, de freiner leurs sorties, de freiner leurs dépenses, etc. Des fois, c'est se mettre en couple. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Retrouver sur le droit chemin, Après, pour vraiment vous aider, des outils pour vous aider, je pense que... Alors, il y a le développement personnel, Brenda en fait partie, et il y a énormément de... Maintenant, il y a énormément de communautés là-dedans qui vont pouvoir vous aider, vous conseiller. Bien sûr. Je pense que tu en parles aussi, il y a aussi de l'hypnothérapie qui peut aussi vous aider, donc c'est travailler sur le subconscient, c'est-à-dire que votre conscience veut vraiment réussir, mais si votre subconscient derrière, il vous mange un peu, c'est un peu compliqué. On a un iceberg de toute façon. Oui, c'est ça, donc la partie ensevelie, c'est la plus grosse partie, c'est la partie qu'il faut traiter. Voilà. Et elle vous tire vers le bas et il ne faut pas couler, quoi. Donc il y a vraiment ça qui va vous aider, vous permettre de réagir. Et puis à nouveau, comme je vous dis, si vous avez des projets en tête et que vous n'arrivez pas à démarrer, je pense qu'il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Psychologiquement parlant, il y a des choses. Moi, j'en ai pas eu besoin, mais effectivement, souvent ça m'arrivait. Alors j'en utilisais pour les filles, mais ça marche aussi pour la vie. Quand tu veux choisir, enfin quand tu te dis est-ce qu'avec ton couple tu ferais mieux de rompre ou de la garder, tu fais un genre de tableau grosso modo où tu mets les avantages, les inconvénients, enfin le plus, le moins. Et tu vois en fonction des points, il y a des points qui vont être beaucoup plus pesants que d'autres. Mais si la nana se fait de la gueule tout le temps, machin, ça dans telle colonne, négatif, et le reste positif. Et tu fais le bilan à la fin. Pour ta vie, c'est un peu pareil. Savoir ton orientation, savoir si tu dois rester avec ces amis-là, savoir si tu dois rester dans ce boulot-là, enfin bref. Vraiment, tu peux faire des tableaux dans toutes les strates de ta vie et ensuite te remettre en question, te dire qu'est-ce que je veux vraiment. Là, essayer de t'entourer de gens qui vont te booster, de leur parler de tes projets. Et une fois que tu es à peu près sûr, même si tu auras toujours des doutes, on en a toujours des doutes, une fois que tu es à peu près sûr, que tu as des soutiens derrière et que tu as fait le tri dans ta vie, là, tu n'as plus qu'à dater tes projets, comme j'expliquais tout à l'heure. Tu te donnes une date, tu décortiques bien l'événement. Si par exemple tu veux reprendre tes études, c'est pas à telle date je reprends mes études. Non, c'est à telle date j'appelle telle école,
même avant, c'est à telle date, je me renseigne si c'est possible en fonction de ma personne, si je vais être accepté. Si c'est le cas, à telle date, j'appelle toutes les écoles. Ensuite, à telle date, je prends les rendez-vous. À telle date, j'imprime les papiers pour le dossier. Exactement. À telle date, machin. Et voilà, c'est vraiment, tu décortiques élément par élément et tu dates bien à chaque fois. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez masculin. C'est très organisé. Oui. Mais pour moi, c'est extrêmement puissant. C'est aussi comme ça que j'ai travaillé. Et sans cette méthode, Attitude Séduction n'en serait pas là où il en est aujourd'hui. Donc oui, c'est clair que pour moi, ce qui va faire aussi la différence entre quelqu'un qui réussit et qui réussit pas, c'est de ne pas remettre à demain. C'est de travailler, de regarder, de savoir se remettre en question. Ne pas se dire oui mais je sais, non mais ça va pas marcher, ça va pas... Allez le vérifier. Allez vérifier que ça va pas marcher. Allez vérifier que votre vie c'est de la merde. Allez vérifier que tout ce que vous ferez, vous ferez toujours pointer du doigt parce qu'on vous a toujours pointé du doigt. Donnez-vous à fond pour les choses qui vous tiennent à cœur. Parce que les gens qui ont réussi, ce sont des gens qui ne sont pas arrêtés au refus des autres. Morgan Freeman, l'acteur, aujourd'hui on voit sa réussite, mais on voit pas que pendant 63 ans, je crois, il a galéré avant d'être acteur. C'est un mec qui a réussi à percer dans l'actorat et dans le cinéma au-delà de 60 ans. Donc pendant des années, il a galéré, pendant des années, ça a été difficile. Et la faculté des gens qui ont réussi, c'est des gens qui n'ont pas abandonné. Ce sont des gens qui ont persévéré là où 99% de la population aurait abandonné. Renseignez-vous un peu sur la jeunesse de Steven Spielberg, c'est juste génialissime. Je vous en dirai pas plus, je vous laisse vous renseigner. Je sais qu'il y a aussi les coups de poker, comme Steve Jobs avait fait, ou Bill Gates, etc. Vraiment, si vous prenez en considération ceux qui ont vraiment réussi, même juste Xavier Niel, qui est français, c'est un investisseur. Il part quand même du Mittelrose, enfin, il part de loin. Et il a investi. Il a fait de la crasse, hein. Mais bien sûr, voilà, c'est un investisseur, il a senti les bons plans. Qui a très bien réussi, ça. Généralement, quand on veut réussir, c'est pas, on tombe, on se relève. Mais pas une fois, 2 fois, on va se casser la gueule, mais 10, 15, 20 fois, tout le temps. Ceux qui montent les entreprises, c'est ce qui se passe tout le temps. Une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui s'est cassée la gueule 5 fois avant. Je pourrais même donner l'exemple, pas de grosse entreprise, mais la mienne. Il se trouve qu'à un moment, 2 millions de chiffre d'affaires. Au moins. Il se trouve que quand j'ai débuté Attitude Séduction, j'en avais parlé à Flo, je voulais en faire une entreprise, une société, pas qu'une chaîne YouTube. Je lui ai dit, Flo, je suis super motivée, j'ai vachement travaillé, et j'avais vachement travaillé. Voilà. Et je lui ai montré, parce que Flo m'aide à développer la société. Et je lui ai dit, voilà. Il regarde, il fait, Brenda, faut tout recommencer. Et en gros, il me dit, ton business plan, ça marche pas comme ça. Ton travail, ça marche pas comme ça. Tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Et moi, chaque fois qu'il me dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et moi, ça me prenait tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et moi, peu à peu, je tombais dans les nappes phréatiques. Mais ouais, ça a été dur. Pour arriver où j'en suis aujourd'hui dans ma société, ça a été dur. Mais ma faculté, ça n'a pas été de prendre ça comme des points négatifs, mais de prendre ça comme des énormes forces et des énormes coups de boost que me donnait Flo pour pouvoir remonter. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai le travail que j'ai, si j'ai la rémunération que j'ai grâce à Attitude Séduction, grâce à mes clientes et grâce à mes coachings, etc., bien c'est parce que j'ai travaillé, parce que je me suis pas arrêtée à c'est trop dur. J'ai continué, j'ai travaillé, je me suis remise en question. Et c'est ce qu'il faut faire. Tu aurais quelque chose à rajouter pour terminer ? Si vous êtes sûr que c'est ce que vous aimez faire, si vous êtes sûr que vous allez réussir au fond de vous, peu importe les critiques que les gens vont vous faire, peu importe les bâtons dans les roues que vous allez avoir, vous lâchez pas l'affaire et vous réussirez. Les autres, ceux qui sont au plus mal, écoutez, il y a des expériences comme moi, comme d'autres, pour vous prouver, et d'autres qui étaient même peut-être pires que moi, pour vous prouver que finalement, quand on arrive au plus bas au niveau du coup familial, amical, professionnel, à tous les niveaux, il y a toujours une solution. En fait, il faut pas tout de suite viser, quand on est au plus bas, faut pas tout de suite viser le sommet, faut pas tout de suite viser monsieur et madame tout le monde. Faut s'en sortir peu à peu. Évidemment, c'est top si on peut viser tout de suite le sommet et qu'on y arrive. Et c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Mais il y a certains cas où on peut pas, où on n'a pas la facilité pour, on n'a peut-être pas le réseau pour, etc. Du coup, allez doucement. C'est comme je dis, moi j'ai l'exemple d'un ami qui aujourd'hui est très bien placé et qui a commencé dans sa société en lavant les chiottes, littéralement, en lavant les chiottes. Il cherchait juste un petit boulot pour se faire de l'argent. Et aujourd'hui, il est très haut placé dans la société. Donc, pour vous dire que parfois, commencer petit, ça vous permettra de faire des merveilles. Mais allez vérifier.
allez vérifier si c'est pire que la situation actuelle où vous êtes. Et j'ai aussi quelque chose qui me vient en tête, ne vous comparez pas aux autres. Clairement. Ça, c'est le pire moyen pour vous mettre à la rue. Ouais, c'est comme un peu... Enfin, c'est un peu si je prends un exemple qui va parler peut-être aux mecs, en tout cas, ceux qui vont se comparer aux acteurs porno pour la taille du sexe. Ça sert à rien parce que les mecs, ils vont déprimer, ils y arriveront jamais. C'est un peu... Non, mais voilà, c'est chelou, mais c'est idiot de se comparer aux autres. Tu vas te comparer à un mec, à ton ami par exemple, qui va avoir qui va avoir de l'argent. Ses parents ont de l'argent, ils lui ont déjà payé un appartement, ils lui ont payé des études qui coûtent cher. Lui, il réussit, il est plus beau gosse, machin. Tu vas le voir, il a tout pour lui, je vais déprimer. Mais non, t'as pas besoin de déprimer pour ça. Lui, là, il a pas eu les difficultés que tu as, donc toi, c'est des forces que tu dois en faire. Peut-être que tu vas arriver plus loin que lui, il va s'arrêter avec ce qu'il a, ça lui suffira. Et toi, peut-être que tu vas avoir mieux. Et là, je te parle financièrement, mais peut-être que t'as pas besoin de dépasser financièrement au niveau de son rythme de vie. Peut-être que tu peux tout simplement être beaucoup plus épanoui et heureux. Il y a un taux de suicide énorme chez les gens qui sont célèbres, par exemple. Donc je pense pas que ce soit des gens très heureux finalement. On peut les envier, mais finalement je crois pas qu'eux ils aiment leur vie et ils adoraient. Il y en a beaucoup qui le disent, être au supermarché comme nous et faire leurs courses sans être emmerdés par... En fait c'est finalement, faut prendre des gens qui sont à vos yeux, faut prendre l'inspiration que les gens peuvent vous donner. Juste de l'inspiration, voilà. Mais ne pas copier. Mais fréquenter autour de soi des gens qui sont inspirants pour vous et pour qui votre vie sera inspirante. Pour terminer. Dans les entreprises, souvent on appelle ça des benchmarks concurrentiels, donc on analyse les concurrents. Et l'erreur à ne pas faire souvent, c'est au lieu de se dire oh ils ont fait ça, de faire de la comparaison et d'essayer de reproduire ça en mieux, etc. Le mieux c'est de faire son chemin, d'avoir des œillères, de temps en temps de regarder autour de nous ce qui se passe, d'être un peu au courant, mais voilà, au moins on grossit, on monte comme on veut et on n'est pas influencé par qui que ce soit, par ses adversaires, par ses concurrents. On fait son petit bonhomme de chemin, on se compare que quelques fois pour essayer de prendre du positif à chaque fois et c'est tout. Franchement, vous naissez seul, vous mourrez seul, donc votre vie vous appartient. En soi, moi, le message que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, et c'est pour ça que je demandais à Flo de témoigner, c'est que rien n'est jamais perdu. Quand on a la volonté, quand on a la force, et Dieu sait qu'à mon avis il en a eu, quand on a la persévérance, quand on veut s'en sortir, que ce soit en termes de confiance en soi, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit socialement parlant, bien sûr que c'est dur, bien sûr que parfois on a envie d'étouffer, bien sûr que parfois on a des contraintes financières parce qu'on a femme et enfant derrière et qu'on ne peut pas quitter son job, mais on peut trouver des arrangements, on peut chercher une façon de voir les choses parce que rien n'est jamais perdu et qu'on peut toujours s'en sortir. Voilà. Il y a des solutions. Exactement. Donc merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je peux vous garantir que Flo regardera les commentaires qui sont en dessous et y répondra. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Si son parcours vous a inspiré et que vous avez vous aussi envie d'avoir un parcours différent, que vous avez envie de vous en sortir, que ce soit en termes de confiance en soi, professionnellement parlant, personnellement parlant, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse brenda@attitudeseduction.com pour en savoir plus sur mes coachings. Je réponds très rapidement, j'en fais à distance, j'en fais sur Paris. Likez la vidéo pour montrer à Flo à quel point son parcours est inspirant. N'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous. Salut.